Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Pour vous, ce n'est pas une bonne idée d'investir en Europe. Pourtant, les sociétés européennes affichent aujourd'hui un retard de valorisation, par exemple, par rapport aux actions américaines. Alors tout à fait. Maintenant, peut-être qu'il y a une explication. Alors, je suis adepte de la global macro, l'approche qu'on appelle top-down, c'est-à-dire on part d'en haut et on descend. Donc partons en haut. L'Europe ne répond pas à un des critères qui est important, qui s'appelle la verticalisation, ou que je nomme verticalisation. La verticalisation est l'alignement d'intérêts entre un État et les sociétés qui composent son économie. Mais cette verticalisation-là marche dans les deux sens. L'État peut très bien avoir besoin des sociétés pour conquérir des marchés à l'extérieur, pour conquérir des parts de marché sur des technologies, mais en même temps, des compagnies peuvent avoir besoin de l'État pour mettre des barrières à l'entrée pour les protéger ou pour les aider à se financer pour aller chercher des marchés à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas le cas en Europe. La preuve que à ma connaissance, non. Et en tout cas, on le voit bien, ça ne marche pas. Aux États-Unis, il y a clairement un alignement d'intérêt. En Chine, il est également visible. En Europe, dès que vous avez voulu avoir des fusions pour faire des leaders européens, ça a été cassé tout de suite. Vous avez une certaine incompréhension des règles fiscales de certains pays par rapport à d'autres en Europe. Des règles sociales. On n'a aucune homogénéité. Donc, déjà, la verticalisation pose les bases parce que cet alignement, il aussi intègre les banques centrales. Donc, vous avez dans les deux cas, alignement d'intérêt, plus des banques centrales qui vont agir très très vite. Bon, la BCE a agi tout de même, non? Elle a agi, mais elle a agi déjà avec retard. Dans le cycle, elle a agi 3-4 années après la Banque centrale américaine, ce qui a déjà posé un problème. Parce qu'à un moment où la Banque centrale américaine a voulu normaliser, elle n'a pas pu parce qu'elle aurait été la seule banque centrale dans le monde à normaliser, ce qui aurait provoqué une explosion de la valeur du dollar. Donc elle a dû attendre, ce qui n'était pas voulu, mais parce que et la Banque centrale japonaise et la Banque centrale européenne se sont dit « Ah, c'est une bonne idée quand même d'être assez accommodant, donc on y va ». Le problème, c'est qu'on n'était pas dans le même cycle économique, on n'était pas dans le même environnement économique, et ça n'a pas aidé à tel point qu'elle a dû aller encore plus en taux négatif, ce que ni la Banque centrale chinoise ni la Banque centrale américaine n'ont fait. Pour vous, c'est un problème aujourd'hui. Ça que la BCE nous ait mené au taux négatif. Oui, c'est un problème, parce que la normalisation va faire très très mal. Je ne sais pas si on va si on va adresser tout de suite le problème de la duration et de la sensibilité du marché obligataire au niveau de taux. Mais la normalisation, quand vous êtes en taux négatif, peut faire très 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 mal. Alors que quand les taux sont encore positifs, le degré de souffrance va être quand même moindre. Bon, on y reviendra dans une autre émission, ça, justement. Donc, l'Europe, niette, mais alors, si je vous suis bien, si je me réfère à votre concept de verticalisation, c'est la Chine et les États-Unis qu'il faut privilégier dans une allocation de moyen-long terme. Hein, on parle bien de moyen-long terme. Oui, bien sûr. Déjà, vous avez des économies, donc un alignement d'intérêt, certes, mais après, derrière, vous avez une capacité à avoir des réserves et des jokers. Aux États-Unis, vous avez une politique fiscale qui peut être encore, on va dire, motivante. Et elle peut être adaptée, et elle peut être, là cette fois-ci, beaucoup plus ciblée sur les particuliers. C'est possible. La Chine a 3,5 à 3 500 milliards de dollars de réserves de change. Voilà. Donc des cartouches, des munitions. Ils ont des cartouches. Les États-Unis ont aussi apparemment négocié entre républicains et démocrates un plan d'infrastructure potentiel de 2000 milliards de dollars. Ce qui pourrait remettre au travail beaucoup d'Américains qui se sont retirés même des statistiques de l'emploi. Et en même temps, ça pourrait redonner une certaine consistance à l'ascenseur social qui est un petit peu disparu aux États-Unis et qui faisait un peu la force de l'économie, l'American Dream, et qui peut les relancer. Donc c'est un ouvrier devient un contremaître, puis un contremaître devient un ingénieur. Ou alors il crée sa société, ce qui est souvent le cas aux États-Unis. Quelqu'un qui a une idée, il n'a pas besoin d'être ingénieur pour créer une société. Et alors qu'en Europe, on a eu des plans d'infrastructure, le plan Juncker, on n'a rien vu.
Et je peux prendre l'exemple, ne serait-ce bête, des trains. 2000 km de trains à haute vitesse vont être construits en Chine. En Europe, il est très compliqué de faire traverser un train à l'Europe parce que la taille, l'écartement des rails n'est pas la même. On parle de train. Hein. Donc, c'est compliqué. Bon, et j'imagine que, encore une fois, au crédit des États-Unis et de la Chine, vous retenez aussi qu'ils sont en avance dans la technologie par rapport à l'Europe et que ça compte dans une vision de moyen-long terme. Si j'ai une approche qui est top-down et qui est globale macroéconomique, lorsque vous êtes le leader de ce qu'on appelle les technologies disruptives, vous avez quand même une main un peu sur le futur. L'Europe, à partir de l'année, je suis gentil, je ne vais pas remonter avant 70, mais dès les années 70, 80 a perdu la guerre des ordinateurs. Citez-moi une marque d'ordinateur européen. Bon. Et on a perdu la guerre de l'Internet, on a perdu la guerre des réseaux sociaux et du big data. Et quand même, les données, Google vend nos données, donc c'est quand même, il y a une valeur. Vous voyez ce que font maintenant les grands groupes chinois sur la reconnaissance faciale. Donc, il y a des avances technologiques énormes. Ce que je crains, c'est que la dernière bataille qu'on risque de perdre, ça sera celle de la finance. Parce que quand je vois la capitalisation boursière des banques américaines versus les banques européennes, on peut avoir un petit souci. Et in fine, les banques, c'est le sang, c'est parfois le poumon de l'économie. Bon, oui, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Sans être pro-finance, mais... Non, mais c'est un fait, et a fortiori, la finance se développe de plus en plus. Et via la technologie. Via la technologie. Donc ça, c'est un souci. J'aimerais qu'on revienne à cette allocation finalement assez schématique, mais assez claire. Elle a au moins ce mérite. C'est, bon, en gros, pour le moyen long terme, Chine, États-Unis, parce qu'on a un alignement des intérêts, on a des dynamiques technologiques, fiscales, qui sont plutôt porteuses. OK. Mais est-ce que cette vision des choses, elle n'est pas un peu justement trop schématique? Parce que quand on fait la comparaison entre Chine et États-Unis, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il est plus tentant d'investir aux États-Unis qu'en Chine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un marché américain qui est plutôt pimpant, et qui reflète des fondamentaux économiques qui sont plutôt solides, même si la croissance n'est pas flamboyante. On a un marché du travail qui s'assainit. On pensait qu'on allait buter sur le plein emploi, mais on a le taux de participation qui remonte. C'est tout de même une donnée tout à fait. Qu'on n'a pas prise en compte jusqu'à présent. Bon. Et, à contrario, en Chine, eh ben, on a un ralentissement qu'on peut dire ordonné, mais il est sensible. Alors, on a quelques stats aussi. On a une très très forte explosion des salaires depuis des années, entendons-nous. C'est des chiffres entre 8 ou 10-12% de croissance des salaires. Tout ça, c'est dû à la contraction de la population active, puisque la politique de l'enfant unique aboutit à ça. Donc, il y a une raréfaction de l'emploi. En partie, parce qu'il y a une volonté politique aussi de sortir la population d'un niveau de pauvreté important. Absolument, mais la politique de l'enfant unique visait cela aussi. Et puis, on a une dégradation tout de même des bilans des entreprises, beaucoup, avec un taux d'endettement qui est fabuleux, et puis des défauts d'entreprise qui augmentent également très très sensiblement. Donc, quand on fait le rapport États-Unis-Chine, est-ce que finalement, là vous nous dites, bon, sur du moyen long terme, ok, mais est-ce qu'on n'a pas raison d'attendre un peu avant d'investir en Chine? Alors, déjà, l'Europe, c'est pas... Là, on parle d'allocation d'actifs. Donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'en Europe, tout est acheté. Il y a des super boîtes en Europe, il y a des secteurs importants et des actifs sont à regarder. Là-dessus, je vais être clair là-dessus. Maintenant, si on parle d'allocation d'actifs, où est-ce qu'on devrait préférer mettre son argent? Vous mettez en exergue que les salaires montent en Chine. Mais l'inflation, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne inflation et la mauvaise inflation. La bonne inflation, c'est quand vous montez les salaires, pour la bonne et simple raison que c'est ça qui va permettre aux personnes ou d'épargner, ce qui est bon pour le secteur financier et même pour l'État, et de consommer éventuellement. Et quand on parle d'une population de plus d'1 milliard de personnes, ça fait quelque chose quand même.
Après, derrière, on a en effet un problème de défaut des sociétés en Chine. Mais peut-être se poser la question de pourquoi il n'y avait pas une dizaine d'années de statistiques sur les défauts. Oui, ça c'était un autre problème. C'est un autre problème. Donc, oui, en effet, il y a une dégradation. Oui, en effet, les sociétés en Chine utilisent le fait que l'argent soit moins cher pour, en effet, se leverager, donc avoir du levier. Mais in fine, aux États-Unis, c'est la même chose. Vous regardez, les niveaux de dette des sociétés sont historiques, et en même temps, il ne sert que le rachat d'actions. Principalement rachat d'actions et pas l'investissement productif. Donc, le problème, on l'a, entre guillemets, dans les deux également. L'avantage que la Chine a de monter ses salaires, c'est qu'elle enlève de la paupérisation une partie de sa société, ce qui stabilise aussi la société, et que de voir les salaires monter comme on pourrait commencer à le voir, et qu'on le voit d'ailleurs un peu aux États-Unis, est plutôt une bonne chose. Maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est de voir la hausse du prix du porc, par exemple, en Chine, qui est montée de 93% encore en décembre. Ça, c'est inquiétant parce que, évidemment, ça rogne l'effet hausse de salaire. Voilà. Et ça, c'est un problème. Mais, in fine, dans les deux cas, nous connaissons ces problèmes-là. Je trouve que d'avoir cet équilibre-là entre ces deux monstres, en fait, c'est que les États-Unis, certes, sont prometteurs, mais on a un niveau de valorisation qui est quand même, il y a des ratios assez historiques. Donc, on a un risque de correction non négligeable un jour. Alors, je ne dis pas demain, mais bon, il y a les élections américaines qui sont un peu des zones un peu de turbulence, même si, généralement, avant une élection américaine, les actions américaines performent bien. Et on peut compter sur Donald Trump pour soutenir... tout ce qu'il faut. Exactement. Ça, la bourse, ça coûte tweet. Hein. On est bien d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, derrière, la Chine, déjà, la sous-performance depuis quelques années s'explique parce que la Banque centrale a eu la vision qu'en effet, il y a un problème sur le crédit. Oui, parce que j'allais vous le dire, quand on regarde les indices sur 5 ans, on se dit qu'il n'y a pas photo. Ah non. Là, pour le coup, il valait mieux être sur les États-Unis que sur la Chine. Ah oui, absolument. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je trouve que d'être sur les deux est assez intéressant. D'un côté, vous avez les États-Unis où on sait que tout va être fait pour que le marché monte. Est-ce qu'ils y arriveront ad vitam aeternam? On ne sait pas. Mais on a un risque aussi parce qu'on est très très haut. En même temps, on a la Chine qui est la deuxième ou première économie du monde suivant les métriques qu'on va prendre et qui a aussi la volonté de prendre sa place dans l'économie mondiale et qui a subi en fait une désaffection. Alors il y a eu la dévaluation du yuan qui a fait très mal. Vous avez également la Banque centrale qui, il y a quelques années, s'est dit « Ok, on a un problème de crédit, on va demander aux banques de resserrer le crédit. » Et c'est la seule banque réellement qui a resserré le crédit, ce qui a généré cette sous-performance. Mais pour aussi assainir un peu tout le tissu économique. Et quand vous assainissez, le problème, c'est que les choses pas très belles se révèlent. Donc les statistiques peuvent se dégrader dans un sens. Mais vous avez cet assainissement qui s'est fait en partie. Je ne dis pas qu'il est totalement réalisé et qu'il n'y a pas de risque. Il y a des risques. Et en plus, vous avez une donnée technique. Si vous voulez investir sur le monde entier, et on ne parle que des actions, mais on peut parler même des obligations. La gestion passive, depuis quelques années... La gestion indicielle. Indicielle, pardon, est omnipotente, on va dire, et a battu à plat de couture tous les types de gestion, on va dire, actifs. Donc, les États-Unis représentent, dans beaucoup d'indices mondiaux, 50%, voire plus, des indices. Et la Chine, dans les indices émergents, parce qu'on considère que la Chine est encore un pays émergent, enfin, à force d'émerger, je pense que... On va acter qu'elle est finalement développée, mais bon, en fine, on considère que c'est un pays émergent. Depuis un an, les grands fournisseurs d'indices, actions et obligataires, ont annoncé des augmentations relativement importantes du poids de la Chine dans ces indices. Donc, la gestion passive, si elle veut continuer de traquer les indices globaux, doit acheter au moins 50% aux États-Unis, obligatoire. Et si vous êtes sur les émergents, vous devez acheter de la Chine si vous voulez avoir une chance de suivre les indices. Donc, c'est un deuxième critère qui... technique, critère de soutien. Mais de soutien en connaissant la liquidité et l'attrait qu'ont les investisseurs pour la gestion passive. Bon, je reviens rapidement sur l'Europe. Alors, il nous reste 3 minutes. On va faire court, mais est-ce que vous sous-estimez pas tout de même la capacité de l'Europe à recréer du dynamisme, notamment avec la transition écologique? Alors ça, c'est une très bonne question, et on l'a vu en Allemagne.
Merkel, pour des raisons politiques, avec le jeu d'alliance, se rapproche de plus en plus des Verts. Les Verts ont une puissance non négligeable politique parce que depuis très longtemps, ils sont présents et ils ont prouvé qu'ils avaient aussi une capacité à gérer, des villes, à gérer des régions. Donc ils ont une légitimité politique par ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que maintenant, on parle de 80 000 personnes qui seraient licenciées dans les prochaines années dans le secteur automobile parce qu'une voiture électrique nécessite beaucoup moins de pièces qu'une voiture thermique. Ce qui est une évolution logique, mais peut-être il faudrait l'accompagner par des règles sociales, par des règles de formation, par des règles de financement. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que l'État répond aux abonnés absents, ne communique pas, et vous seriez un des monteurs sur la chaîne de Volkswagen d'apprendre que parce que on a un besoin, et il suffit de voir ce qu'il y a en Australie, on a un besoin en effet de transition écologique, ce n'est pas accompagné d'un réel mouvement politique. Ce qu'avait fait Obama. Obama, dans son Green Business, avait dit les États-Unis deviendront la première puissance des nouvelles technologies sur l'énergie verte. Ça, c'est un vrai axe, c'est une vraie stratégie. On l'a entendu en Europe? Non, oui, il faut plus de voitures thermiques dans les villes dans 10 ans, admettons. Bon, mais ça, c'est pas une stratégie. C'est comment on la met en place, c'est ça la stratégie. Comment on va l'accompagner? Est-ce que les réseaux électriques vont tenir? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour mettre des usines à charbon en route, pour fournir l'électricité, pour charger les voitures électriques, voilà, donc tout ça, c'est un plan, et ça doit être explicité, parce que le peuple risque de ne pas comprendre que son job va disparaître sur l'autel du green business, et c'est une nécessité, on doit le faire. Mais si on ne l'explique pas, et en Europe, pour l'instant, il y a un déficit d'explication flagrant. Vous voulez dire qu'il y a un déficit de gouvernance? La mode en ce moment, c'est l'ESG. Donc, c'est environnement, social et gouvernance. Le G, c'est gouvernance. Si je fais un portefeuille ESG, je dois faire attention à la gouvernance. Bon, si je me mets à un niveau plus haut, en termes d'allocation d'actifs, l'Europe est la plus mauvaise zone en termes de gouvernance. Pourquoi? J'irais surpondérer une zone où la gouvernance n'est pas bonne. Le Brexit est une expression de ce problème de gouvernance. Et le Brexit est peut-être une boîte de Pandore qui va s'ouvrir s'ils arrivent à concrétiser leur sortie à la fin de l'année. D'autres pays pourraient très bien aussi dire pourquoi pas moi? Et en plus, je ne parle même pas de la dimension démographique, où 1,5 million de réfugiés en Europe en quelques mois ont créé une vague de populisme sans précédent. Il y a 3,5 millions de réfugiés sous la main de Erdogan. Si, et je ne souhaite pas, la tension autour de l'Iran, au Moyen-Orient augmente, on pourrait avoir encore un flux migratoire. À quoi ressemble? Oui, ça risque de bouleverser encore davantage. À quoi va ressembler l'Europe avec ça? Donc, pour toutes ces raisons-là, à moyen terme, une fois qu'on a une vue, une fois qu'après le Brexit, on voit comment ça se passe, une fois qu'on voit aussi la nouvelle Commission européenne qui vient d'arriver, s'est mis en place, a pris la mesure de la tâche qu'elle a et arrive à communiquer. Et pour l'instant, la communication qu'on a eue, c'est OK, l'Angleterre, on n'aura pas d'accords commerciaux avec l'Angleterre à la date de sortie de la fin de l'année. Ce qui était logique, on a mis 10 ans en Europe à négocier avec le Canada. Donc en un an, c'était juste illusoire. Bon, déjà, ça ne joue pas. Et j'en passe. Et des meilleurs. Bon, donc on a compris. Dans une vision de moyen-long terme, pour le moment, tant que l'Europe n'a pas balayé devant sa porte un peu, ouais, et fait le ménage, bon, ce n'est pas la terre d'élection privilégiée. Voilà, en termes d'investissement, selon vous. Jacques, merci. Merci Vincent.